Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné comme d'habitude de Zéphiriel. Salut Zéphiriel. Salut. Alors on va être très transparent avec vous. Cette émission elle est un peu particulière et cette fois pour des raisons techniques. Donc on a déjà enregistré entièrement cette émission et puis malheureusement au montage Zéphiriel s'est rendu compte qu'on avait des voix un peu bizarres dans l'émission. Donc j'ai saisi cette occasion pour qu'on la réenregistre. Au moins la première partie, parce que la deuxième, vous aurez quand même nos petites voix bizarres. Et bon, ça peut être fun, on va se dire ça. On dirait qu'on est bourré en fait sur les voix, mais c'est juste que je pense que l'enregistrement s'est mal passé avec peut-être des dônes de connexion et du coup ça a déformé un peu les voix. C'est marrant, mais c'est compréhensible. Comme si on avait pris de l'hélium ou je sais pas, un truc vraiment très bizarre en tout cas. Ouais, c'est un peu ça. Bon, vous allez voir, on tease un petit peu la deuxième partie. Dans tous les cas, du coup, Zéphiriel aura des réactions peut-être moins de découverte, vu que du coup, il a déjà découvert ce jeu. Mais je vais essayer de vous remettre quand même bien dans le contexte le plus possible. Alors, j'ai fait la surprise à Zéphiriel et il n'avait aucune idée de quel jeu on allait parler. D'habitude, en fait, on annonce notre liste histoire de réserver d'avance les jeux. Et là, Zéphiriel, du coup, je lui ai dit au moment de l'enregistrement ce à quoi on allait jouer. Et le jeu de la semaine, ça va être Imperial Settlers en roll and write, mais version digitale sur mobile. Donc là, on a abandonné Steam et ça fait du bien, faut l'avouer un petit peu. On a téléchargé l'application Imperial Settlers Roll and Write, donc il y a un peu plus de 4€ sur les stores. 4,19€ pour être précis. 19, ah oui, ouais, c'est marrant, le 19, ok, très bien. 4,19€ sur les stores et c'était parti. Donc, Zéphiriel, tu vas faire avec moi la présentation, sinon on va pas t'entendre. Déjà, qu'est-ce qu'un roll and write, Zéphiriel ? Eh bien, un roll and write à la base, c'est un jeu dans lequel on prend une morceau de papier qui est pré-imprimé avec différentes cases ou différentes choses à l'intérieur. Ça peut être des grilles, ça peut être des points, c'est plusieurs choses. Et on va lancer des dés qui vont donner un certain nombre de résultats qui en général est partagé par tout le monde autour de la table, et avec ces dés et les résultats qui s'y affichent, tu vas griffonner ta feuille de jeu et comboter des choses, marquer des points, cocher des cases et ainsi de suite pour faire évoluer ton jeu à l'intérieur. Exactement. Et dans le Défaussé, on a fait, il me semble, qu'un seul roll and write qui doit être Patchwork Doodle. Effectivement, je suis en train de réfléchir à ce qu'on a fait d'autres. Je ne pense pas, mais il y en a je crois plein que à dans faire. notre avenir, on en a minimum 2. Au moins. Donc teasing. Il y a des choses en préparation. Donc aujourd'hui, je vous parle d'Imperial Settlers Roll and Write et ça se passe dans le monde du coup de Imperial Settlers pour ceux qui connaissent. Zéphiriel, est-ce que tu connais le monde d'Imperial Settlers ? Eh ben non, je ne connaissais pas du tout avant que tu me le présentes une première fois et j'étais complètement vierge de cette licence parce que c'en est une. Ouais, complètement. C'en est une avec pas mal d'extensions sur le jeu principal Imperial Settlers et pas mal d'autres jeux qui sont venus, dont je crois les Mers du Nord ou quelque chose comme ça, Empire du Nord, voilà, qui est un peu plus enfantin, il me semble. Enfin, en tout cas, un design assez cool. C'est une saga de Ignacy Trzewiecki, illustrée par Roman Kurczewski, Aga Jakimiec, Grzegorz Brobowski, Rafał Stigma, Denis Martinez, Maria Pekina et Thomas Jejuskris. Donc il y a du beau monde, il y a beaucoup de gens, et tout ce beau monde, il me semble, est polonais, d'où la difficulté à prononcer un petit peu leur nom pour moi. Je trouve que tu te débrouilles pas mal. Ouais, voilà. C'est bien mieux fait que la première fois qu'on a enregistré. Et comme l'éditeur, c'est Yellow pour ce qui est du jeu mobile, du jeu plateau, et ça va être Portal Game Digital pour la version mobile. Donc, de quoi ça parle ? Eh bien, tout simplement, dans la saga Imperial Settlers, les joueurs incarnent des colons qui sont là, qui se font la guerre pour étendre leur empire le plus possible. Et là, on va incarner ceux qui n'ont pas trop envie de faire la guerre, ceux qui ont envie d'être tranquilles dans leur coin, d'avoir leur lopin de terre dans ces différents empires et de faire prospérer le plus possible leur petit village avec ce qu'ils ont de disponible sous la main. Et donc, dans Imperial Settlers, on va avoir plusieurs empires différents qu'on va pouvoir jouer, au nombre de 48, il me semble, au total. Et ça va se passer à chaque fois de la même manière. Donc on va accéder à notre village. Notre village aura à chaque fois 6 bâtiments différents de disponibles. Ces bâtiments
On va voir comment on peut les construire, mais à chaque fois qu'on les construit, ça va nous donner la possibilité d'accéder à des options, enfin des critères particuliers. Donc par exemple là, si j'ouvre mon premier village, mon premier empire, j'ai une ferme qui me permet d'avoir une ressource nourriture supplémentaire à chaque tour. J'ai un autre bâtiment qui va me permettre d'avoir des ressources, un ouvrier supplémentaire à chaque tour, etc. Donc ça, c'est des bâtiments qui vont être uniques à chaque, en tout cas, qui vont changer à chaque empire qu'on va débloquer. Donc, par exemple, alors je vais beaucoup utiliser des exemples parce que sinon ça va être très compliqué pour vous d'imaginer le jeu et j'espère vous le faire comprendre le mieux possible. Donc, à chaque fois qu'on va jouer, on va avoir un village qui va être composé de 3 parties. Donc, vous imaginez une feuille à 4 séparée en 3. Donc, en haut, on va avoir nos fameux bâtiments avec ce qu'il nous faut dépenser pour les débloquer. Donc, ça peut être des ressources de bois, de pierre, pas de nourriture, non, parce que ça serait pas logique, et aussi des actions, tout simplement. Donc, on va se dire que c'est du temps qui nous permet de construire ces endroits-là. Au milieu, on va avoir une zone qu'il va falloir déblayer pour construire nos bâtiments, parce qu'en effet, les bâtiments, ça prend de la place. Et une fois qu'on construit un bâtiment, on a accès directement aux facilités que ça nous offre. Mais si en plus on arrive à les construire sur notre terrain qu'on va déblayer du milieu, et ben ça va nous doubler, multiplier ces ressources-là en début de manche. Et en dessous, on va avoir des lots de terre cultivables qui nous permettent de récupérer des ressources. Et ces ressources, on va pouvoir les utiliser pour déblayer le terrain ou pour construire nos bâtiments. Donc, Géphiriel, je te demanderais bien si jusque-là, tu as bien tout compris, mais... Jusque-là, ce que j'allais dire, c'est même très très clair. Donc effectivement, il y a les bâtiments qui vont nous servir à comboter, il y a le terrain qu'il faut dégager pour construire ces bâtiments, et en dessous, comme tu l'as dit, les ressources supplémentaires qui viennent en plus pendant le tour, mais qui coûtent à aller chercher, quoi. Voilà, exactement. Donc le problème, ça va être que déjà, ça va jouer en 10 tours. Donc on a 10 tours pour faire le plus possible de points. Comment se passe un tour? Alors, en début de tour, on va lancer nos dés. On a 3 dés de ressources, 1 dé d'action. Donc ça va déterminer pour ce tour combien on a d'ouvriers à disposition et combien on a de ressources et quelles sont les ressources qu'on va avoir. Donc ça peut être full que du bois, ou ça peut être un bois, une pierre, une ressource nourriture, ou alors full nourriture, etc. Donc ça, c'est vraiment le hasard qui décide, on voit. À chaque début de tour aussi, une fois que les dés sont lancés, on va avoir 3 tokens à disposition. Ces 3 tokens vont pas changer de toute la partie, mais ils vont changer d'une partie sur l'autre. En tout cas, ils peuvent changer d'une partie sur l'autre. Et ces tokens, ça va nous permettre, c'est des tokens qu'on va pouvoir activer en début de, chaque joueur en active un seul en début de tour, et donc faut activer le token le plus utile pour ce tour-là. Donc ces tokens, ça peut être un ouvrier en plus qu'on gagne. Ça peut être, par exemple, Il peut avoir le côté exporter une des ressources qu'on a pour gagner des points, ça peut être récolter une ressource supplémentaire qu'il y a eu sur les dés, ça peut être plein de petites choses comme ça. Voilà, exactement. Je crois qu'au total, on a 5 tokens, donc voilà, ces tokens, on n'en a que 3 pour chaque partie, et ça peut tourner, c'est aléatoire. Il y en a vraiment qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, avoir un ouvrier supplémentaire, ça nous permet d'avoir une action supplémentaire. Donc moi, personnellement, c'est mon préféré. Dès que je l'ai, souvent, je ne vais utiliser que celui-là. Ou alors, il y a aussi un token qui nous permet de récolter dans nos terres cultivables, dès que ces terres sont débloquées, mais ça, on va y revenir, de récolter plein de ressources d'un même type, sans que ça nous coûte une action. Ça encore, ça nous permet d'économiser des actions, et ça, c'est une action que moi j'adore faire. Bref, donc ça, c'est pour le déroulement d'une manche. Ensuite, dans ce round, donc, on a un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir effectuer. Sachant que construire nos bâtiments, à chaque fois, il va nous falloir 3 matériaux ou 3 actions pour construire un bâtiment. Donc, c'est des actions qui se décomptent. Et déblayer le terrain, comme on le disait, ça va être des actions aussi. Et pérer des ressources dans le terrain cultivable, ça va être des actions. On en a très peu. Au maximum, si on a de la chance, on a un dé qui tombe à 5 actions, donc ça c'est cool. Mais on peut avoir aussi 3 actions. Ça va de 3 à 5.
Donc 3, c'est beaucoup moins cool directement parce qu'on peut faire beaucoup moins d'actions. À nous d'utiliser nos ressources et nos actions du mieux possible pour optimiser notre tour le mieux possible. Donc on va s'attarder un petit peu plus sur ce terrain cultivable. Hein. Ce terrain cultivable, il va être en 4 lignes de 9 colonnes. Et donc on est obligé de partir à chaque fois de gauche à droite et de tout débloquer, enfin de débloquer chaque ligne de gauche à droite pour avoir le plus de points en allant tout à droite de chaque ligne. Sachant que la ligne inférieure est la ligne qui nous permet de construire des ponts pour avoir accès au terrain aux terres cultivables et donc aux ressources qu'on peut récolter. Donc ça, c'est une ligne qui va être importante de récupérer. Et dans tous les cas, il va falloir quand même faire pas mal de place pour construire nos petits buildings. Et ces buildings vont nous permettre, comme on l'a dit précédemment, d'avoir des choses supplémentaires et donc d'économiser, pourquoi pas, des actions. Voilà. Comment on fait des points? Zéphiriel, est-ce que tu veux nous expliquer comment on fait des points? Parce que sinon, il n'y a que moi qui fais un monologue. Bah écoute, je peux expliquer parce que c'est la partie la plus difficile du jeu en plus, de faire des points. Bah moi je trouve, faire énorme, non mais faire pas à comprendre ou à expliquer, mais à faire des points en fait, comme on fait énormément de points dans le jeu. Il y a plusieurs façons de faire des points. Déjà, construire des bâtiments peut rapporter des points suivant les bâtiments qu'on va construire, évidemment. Il y a un type de bâtiment, par exemple, à chaque fois qu'on le construit, on va remarquer 8 points de victoire. Alors je dis ça parce que moi je suis sur la première set de cartes. Les types de bâtiments qu'on a changent suivant la carte qu'on choisit de jouer. À chaque fois qu'on va récolter sur les lignes de ressources, qu'on va farmer en fait ces lignes, on va récolter un point de victoire. Par exemple, si je récolte une pierre en dépensant une pierre et un ouvrier, bah, je vais récolter un point de victoire. Pareil pour le bois, pareil pour chaque truc et ainsi de suite. Après, on va récolter des points suivant en utilisation d'actions de certains bâtiments. Par exemple, il y a un bâtiment qui est la forteresse, qui permet, à chaque fois que je leur vends une ressource qu'ils demandent, de me rapporter 3 points de victoire. Les jetons qu'on choisit en début de tour aussi peuvent nous faire rapporter des points de victoire quand on exporte des ressources vers notre pays, j'imagine. En tout cas, on vend des ressources et tout ça, ça va comboter ensemble. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des trucs qui disent si vous vendez une telle ressource, ça va comboter avec un tel bâtiment parce que tu as vendu une ressource qui permet parfois de marquer des points de victoire supplémentaires. Et en fait, c'est ces combos-là qui sont durs, je trouve, à trouver suivant les sets de bâtiments que tu peux avoir parce que pour placer un bâtiment, il faut vraiment penser ta stratégie de récolte en fait. Et exactement. Ça, c'est vraiment, c'est un truc qui moi me tord le cerveau quoi. C'est incroyable. Mais surtout que, en fait, on a beau faire des stratégies, ça va dépendre des dés qu'on aura au prochain tour, quoi. On peut pas. Oui. Moi, j'ai très souvent fait des stratégies où, à la fin, j'arrive à avoir ma récolte de bois, enfin, de déblayer tout le bois qui est au milieu, sur mon terrain du milieu, là. Et bien sûr, plus on va vers la droite, plus on a de points quand on déblaye. Et le dernier, la toute dernière case nous donne 5 points. Attendez, c'est ça? Non, il faut en enlever 5 pour avoir 2 points. Donc, c'était pas forcément lui. Non, c'était plus les pierres. Les pierres, dès qu'on enlève la dernière, on enlève les 5 dernières et on gagne 4 points d'un seul coup. Donc ça, c'est super intéressant de gagner 4 points. Ça a l'air d'être nul, mais en fait, dans ce jeu, voilà, le moindre point, on le garde. Et là, il n'y a aucune pierre qui tombe. C'est ça. Et là, en fait, il me faut des pierres pour doubler mon nombre de pierres ou pour récolter plus facilement des pierres ou quoi aux caisses. Et là, je me retrouve comme une teubée à pas pouvoir faire cette action parce que tout simplement, c'est pas tombé. Oui, et surtout que les pierres, je pense. Alors, j'ai pas la phase 2D, les différentes phases, mais je crois que les pierres, c'est la ressource la plus dure à trouver en fait, parce que des tomates, tu vas en trouver, mais à foison, et en vrai, elles servent pas à grand chose, je trouve, au bout d'un moment. Ça déblaye en fait surtout ton terrain du milieu, et t'es obligé de le déblayer ton milieu. En fait, c'est la ligne critique, c'est la ligne de tomate, parce que si tu la déblayes jamais, en fait, tu peux quasi pas placer de bâtiment. Ouais. Et là, c'est vraiment la ligne qui est intéressante. Alors que la ligne supérieure de pierre, tu peux vraiment t'en passer si tu déblayes les 3 autres correctement, tu peux toujours placer un bâtiment. Parce que le maximum de bâtiments qui est, c'est pour l'instant, en tout cas pour moi, c'est 3 de hauteur. Donc sur 4, tu peux te permettre de dire ok, la ligne de pierre, je la fais jamais. Mais surtout les tomates, c'est trop la loose de ouf parce que ça te coûte plus d'action de les enlever. Franchement, c'est vraiment l'action de la loose, mais t'es obligé de la faire.
Il doit avoir une stratégie avec ça, parce que moi je comprends pas, parce que t'as des bâtiments qui te permettent de récolter plus de tomates encore. Ouais, Donc, seulement dans le premier Empire. À la suite, enfin dans les prochains, c'est pas forcément ça. mais t'as rien Ça va qui être te du bois, combotte etc. avec ça. C'est ça qui me gêne. Non mais laisse tomber, c'est fou. Enfin bref, c'est super compliqué. Et à la fin du coup de la partie, on voit par rapport au nombre de points donnés, eh ben on va avoir 1, 2 ou 3 couronnes. Et surtout, on va avoir aussi des points, sachant que ces points-là, en fait, nous permettent de débloquer les autres, les empires suivants. Donc en fait, si on veut accéder aux 48 feuilles, on va être dans tous les cas obligé de faire plusieurs fois ce premier, ces différents, les différents empires précédents. Donc ça, c'est un aspect du jeu que j'avais pas tout de suite vu, mais qui est super marrant et qui te demande forcément d'optimiser. Tu peux pas te dire j'ai eu une couronne, je reste avec ma seule couronne là et j'optimise pas le jeu. Voilà, c'est pas Candy Crush quoi. T'es obligé t'es obligé de continuer et optimiser un maximum. Et donc moi, c'est mon moment où je vais vraiment remercier du fond du cœur Girl.game, Tatiana, qui m'a fait une petite session particulière et parce que je comprenais rien au jeu. Je savais que je voulais le présenter à Zef parce que je trouvais ça cool de partir de Steam, de faire du roll and write en mobile et de présenter un jeu que vous pourrez emmener dans les transports en commun avec vous et vos masques. Et au final, je comprenais rien. Donc je me suis tapé des vidéos et quand les vidéos n'ont plus suffi, et ben j'ai appelé Tatiana à la rescousse. Et c'est un jeu que je trouve très très fun. Mais ça, on en reparle à la fin de l'émission. Là, on va vous laisser écouter du coup la partie qu'on a faite. À moins que Séphiriel, tu aies des choses à rajouter. Non, en fait, j'ai envie de dire que j'y joue énormément maintenant, en fait, donc ça me fait, voilà. C'est énorme. Du coup, vous avez un aperçu de notre débrief avant, en première partie. Donc Voilà. C'est assez marrant. C'est assez fun. Donc voilà, écoutez, on vous laisse écouter la partie. L'allié, ça te donne une action en plus, vu que ça te donne un ouvrier en plus, donc une action en plus. Donc il faut que j'enlève les cases au fur et à mesure pour pouvoir construire mes fermes, enfin mes bâtiments dessus. T'es obligé d'aller colonne par colonne. Tu peux pas sauter des colonnes de toute façon. Pour ça, pour enlever une case, là par exemple, je vais enlever le bois de la deuxième ligne, première colonne. Ouais, mais par contre, tu vois, là je viens de me bloquer bêtement toute seule, quoi. Parce qu'il me faut de la pierre et j'avais zappé qu'il me fallait de la pierre. Parce que sur les bâtiments, parfois j'ai des ressources à côté, c'est quoi? Je peux les piocher, c'est ça? C'est ce que je te disais, non. Sur les bâtiments, les trucs à côté à gauche, il faut que tu les débloques. Faut que tu débloques tout pour avoir le pouvoir du bâtiment. En fait, je pense que les tomates, c'est juste là pour te faire chier. Je pense que en vrai, si tu peux éviter de les faire, enfin, je crois. Après, je suis sur la fin. Attends, je vais peut-être pas encore ou pas. Non, je le ferai pas. C'est pas grave, parce que franchement, j'ai fait une belle partie, je trouve. Et nous voilà dans le défaussé après 34 minutes de Impériale Settleuse et 2 parties. On va s'avouer les choses, c'est tellement rapide qu'on a eu le temps de faire chacun 2 parties. Et Firiel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas que c'est tellement rapide qu'on a fait 2 parties, c'est que j'avais tellement rien pigé à la première que j'ai demandé à en faire une deuxième de façon exceptionnelle. C'est rapide quand même. C'est vrai, rapide. Quoi. Mais en fait, j'étais perdu, j'avançais dans le jeu sans comprendre ce qui se passait vraiment. J'ai fait une deuxième partie en relisant rapidement les règles et du coup j'ai compris. Et là, je suis en train de... Je posais mon téléphone parce que j'ai envie de relancer la troisième partie tout de suite. Ce qui te donne à peu près le niveau d'addiction que tu es en train de me mettre dans les doigts. Je vois pas de quoi tu parles. Que dire? C'est très bien, c'est très dur à comprendre. En fait, je pense que le jeu est pas user-friendly au début. Parce qu'effectivement, il faut comprendre que tu dois payer les bâtiments pour pouvoir les utiliser. Déblayer effectivement la zone de pose des bâtiments, comme tu l'as très bien expliqué. Que tout ça te coûte des ressources tout le temps, des ouvriers en permanence, et donc du coup il faut calculer clairement comment tu dois déblayer pour pouvoir poser tes bâtiments et ensuite les payer. Donc ça demande énormément d'anticipation dans le jeu, et ça je trouve ça comment tu poses tes bâtiments sur les trucs déblayés, parce que si tu les poses à la one again, en fait il faut anticiper comment tu vas les poser pour pouvoir déblayer en conséquence. Et en fait, vraiment, les zones de pause, elles sont très précises. Tu peux même pas tourner un peu, non, c'est mort. Et en fait, du coup, tu dois vraiment tout anticiper, sachant qu'en plus, tu jettes des dés avant, quoi. Donc, tu es en mode complètement aléatoire, et ensuite, tu dois essayer de gérer avec cet aléatoire. Et je trouve ça ultra dur.
Et c'est ce qui fait que c'est ultra gratifiant quand tu commences à faire du score, quoi. La première partie, je crois que j'ai fait 32 points, je crois, ou un truc comme ça, je comprenais pas. Et la deuxième partie, je suis arrivé à 44 points, je crois. Ouais, progression. Et du coup, ouais, je comprenais déjà un peu mieux ce que je faisais, parce qu'à la fin, je comprenais pourquoi j'étais bloqué. Et j'étais en mode, putain, en vrai, j'ai envie de poser ce bâtiment parce qu'il va me faire des points, mais je suis au 8e tour et je peux rien faire et je le poserai au 10e tour et il ne servira plus à rien. Donc c'est super gratifiant quand tu commences à comprendre. C'est dommage que le jeu soit pas en français parce qu'il mérite quand même traduction, je pense. Ouais, sinon il est en polonais si tu préfères. Ouais, non, on va éviter. Il Mais, est en anglais et polonais, quoi. Mais il est Énorme. très bien, il est très rapide, très jouable. Visuellement, il est pas déconnant, enfin, il rebute pas, à part les dés qui sont un peu déco, mais la 3D DD est dégueulasse. Mais après, c'est pas fou, mais pour un roll and write, ça reste plutôt agréable, je trouve. Et voilà, et j'ai très envie de lancer cette 3e partie, donc je pense que je vais niquer ma soirée dessus. Vas-y, on va s'envoyer nos scores maintenant, je pense. Ça va être. Carrément. Ouais. Alors concrètement, ouais, je comprends complètement ce que tu es en train de dire et d'expliquer parce que moi, concrètement, pour préparer cette émission, parce que j'ai vu donc sur Twitter la pub pour ce jeu, je me suis dit vas-y, je veux le faire. Genre, je connaissais pas le jeu de. Je connais Imperial Settlers, mais je connais pas la version Roll and Write. Ce qui voulait dire que de base, il fallait que j'apprenne le jeu. Et donc là, je me suis tapé au moins, sans plaisanter, 3 vidéos, plus le tuto. En fait, j'ai commencé à jouer, j'ai rien compris, j'ai tout lâché. Je me suis dit, ok, on se tape 3 vidéos, on se tape le tuto, et puis heureusement que Girl.game m'a très gentiment tout expliqué. Encore une fois, je la remercie si elle passe par là. Donc je comprends. Et toi, finalement, il t'a fallu mon explication et l'explication du jeu, donc je trouve que quand même t'es beaucoup plus rapide que moi à la compréhension. Mais je pense que c'est très 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 rapidement addictif, et puis il suffit d'être un petit peu acharné et tu te dis non mais moi je passe pas au prochain tant que j'ai pas tel score, et là ça peut très vite être la merde en fait. Et ce que j'ai pas précisé, rien à voir, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que le jeu Roll and Write se joue de 2 à 4 joueurs, et du coup de ce que je comprends, le jeu mobile reprend la dynamique du jeu solo, qui te permet d'avoir 48 feuilles de jeu uniques avec des positionnements de terrain différents, etc., des buildings différents, etc. Ça a l'air parce qu'au début, il te demande quel type de jeu de planification tu veux avoir, en fait, je crois, ou un truc comme ça. Donc effectivement, il y a plusieurs types de jeux possibles, ou de parties possibles en tout cas. Ah oui, complètement. Et le but, c'est d'avoir un meilleur score. Et puis donc, t'as quand même... je pense que les 48 feuilles sont reproduites. Donc, t'as 48 buildings pour faire de ton mieux. Et avoir... c'est un peu comme dans tous les jeux à la con du genre... comment on appelle ? Mince, Candy Crush et compagnie, là. T'as des étoiles à la fin. Et moi, mon objectif, là, tout de suite, c'est d'avoir 3 couronnes à chaque fois, quoi. Je veux le niveau max. Mais oui, et c'est fou. Et, enfin, en tout cas, moi, je me suis vraiment prise dedans. Donc, de base, j'avais une détermination à montrer un autre jeu que Steam, mais c'est vrai que quand j'ai vu que je continuais alors que je comprenais rien et que j'arrivais pas, je veux dire, c'est pas comme l'autre jeu sur Steam, là, tu sais, celui qu'on a failli présenter, qu'on comprenait rien, on a lâché l'affaire. Non, Race for the Galaxy. C'est pas ce même genre de jeu où tu comprends rien et que ça te donne pas du tout envie de continuer. Personnellement, je suis désolé pour ceux qui aiment le jeu, mais c'est l'opinion que je m'en fais. Et là, c'est vraiment, tu te dis, je comprends pas, mais je vais y arriver à un moment, c'est sûr. Et donc, je suis très contente d'avoir découvert ce jeu et de te l'avoir fait découvrir. Honnêtement, si vous comprenez pas tout, là, je vous conseille vraiment, je fais plus trop la pub pour notre Instagram, mais là, pour le coup, je pense qu'il y a besoin d'avoir un support visuel sous les yeux pour minimum comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer. Revenez au début du podcast avec le visuel sous les yeux, et ça devrait le faire un peu plus. Et puis en effet, après, c'est le tuto, ou demandez-nous, ou demandez autour de vous, ou je sais pas, ou regardez des vidéos. Je pense que c'est pas si intuitif que ça tout seul. Ouais, je pense que les règles sont pas intuitives du tout. Après, il y a le côté effectivement tuto YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait des très bons tutos sur le jeu, mais je pense que c'est le genre de jeu qui gagne en fait où tu gagnes à comprendre tout seul. Tu commences à faire une partie, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois la seconde partie, ah ok, là je viens de gagner ça et je commence à comboter et tout machin. Et je pense que c'est le genre de jeu où tu gagnes
à prendre ton plaisir en comprenant un peu plus à chaque partie ce que tu viens de faire et comment tu peux comboter un peu plus. Et clairement, ça va être mon genre en tout cas. Ouais, les combos, et c'est vrai qu'ils sont justifs quand ils arrivent, parce que au départ, tu galères tellement, tu rames tellement que, ouais, non, c'est clair que quand le bon combo arrive, bah t'es contente qu'il sort. Et puis là, justement, Girl the Game à qui j'ai envoyé très fièrement mes derniers scores, qui me dit que ça lui est arrivé du coup de prévoir toute une action pour au deuxième tour réaliser quelque chose, et elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à faire le combo et elle perd 24 points. Ouais, 24 points sur une action alors qu'elle a tout programmé, donc ouais, non, clairement. Ça a l'air d'être un jeu assez profond pour un roll and write, et c'est super agréable. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a plein de roll and write où T'as une vraie profondeur. En fait, au début, je les prenais pour des jeux un peu faciles, quoi, tu sais, où tu fais ta fiche, tu rebouilles, machin, et tu passes à autre chose. Mais en vrai, plus ça va, et plus les jeux deviennent complexes, en fait, sur du roll and write. Et là, il y a 2-3 jeux que j'ai en tête, que je vais te présenter bientôt. Ouais, tu commences à avoir de la tactique à long terme, et ça devient chaud, en fait, tu vois. Tu peux faire vraiment des gros jeux de gribouillage, et je trouve ça super cool. De gribouillage. Ah, c'est ça, c'est du doodle. D'accord. Oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, Zephyriel, malgré un début assez chaotique, on va le dire quand même, je suis assez contente que au final, tu t'es kiffé. Je sais pas trop quel jeu on remplace là dans ton cœur, mais bon. Bah, je joue à Matchland, donc je vais probablement pas arrêter de jouer à Matchland, mais je vais à diminuer en tout cas. Faire diviser ton temps, ouais. Et je suis très contente. Honnêtement, je vous refais la fiche wiki, mais sans les noms, parce que je les écorche et c'est assez horrible. Non, pour le coup, c'est pas cool de les écorcher autant. Donc voilà, je m'excuse. Je sais pas auprès de qui, parce qu'ils nous écouteront jamais. Mais je m'excuse quand même. Donc c'est un jeu de base. Le jeu de base est de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, une partie de 30 minutes. Sachant que là, du coup, on joue la version dont je parle, c'est la version dématérialisée portable, application. Et donc là, c'est un joueur en solo, pour, je pense, j'imagine, 10 ans et plus quand même. Par contre, au niveau de temps, là, on a fait 34 minutes pour 2 parties. Encore, Zephyria a été plus rapide que moi sur les 2 parties. Donc je pense qu'on tourne autour de 10-15 minutes la partie à tout casser, quoi. Vraiment, ça dure vraiment pas longtemps. Et le jeu physique est actuellement édité par White Goblin, quand le jeu des maths a été développé par Portal Games Digital. Donc voilà, c'est tout, ou à peu près, et franchement là pour le coup c'est vraiment à vous de jouer pour vous faire une idée. Mais en tout cas notre enthousiasme parle de lui-même, et même si vous n'avez pas tout compris aux règles, laissez-vous tenter, je pense. Pour 4,14€, 19, je sais plus. 4€ et quelques. 4,19€. Voilà, exactement. Donc voilà, mon jeu de la semaine. Clairement, ouais, c'est une bonne surprise. J'étais assez surpris. C'est cool, c'était l'objectif. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. Amusez-vous bien, jouez bien. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Éclatez-vous, c'est le plus important. Et on retrouve Zephyria la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Voilà, c'est tout dit. Allez, ciao.